Donc je suis Najat Vallaud-Belkacem, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 enfants. Et sinon, à part ça, j'ai été ministre pendant 5 ans, ministre des droits des femmes, porte-parole du gouvernement, puis ensuite notamment ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et aujourd'hui, je viens de passer 2 ans dans le secteur privé, donc dans l'entreprise Ipsos, et là je consacre beaucoup de temps à l'enseignement universitaire. Donc un ministre, c'est un membre de gouvernement qui a été choisi par le président de la République et le Premier ministre pour exercer une mission qui est à la fois de diriger l'administration qui dépend de lui et puis généralement de mener à leur terme un certain nombre de réformes qui ont été annoncées par le président au moment où il se lançait en campagne. Et donc un ministre, c'est quelqu'un qui prend finalement en charge tous les sujets qui dépendent de son administration et de son ministère, qui leur donne une coloration politique par définition et qui mène à bien ces réformes. Donc j'ai eu l'occasion de le faire comme ministre des droits des femmes, mais aussi comme ministre de l'éducation. En fait, j'ai toujours été intéressée d'une certaine façon par la chose publique, mais je n'ai pas ressenti très jeune suffisamment de légitimité pour m'y lancer. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je viens d'une famille dans laquelle mes parents n'avaient pas la nationalité française à l'époque et donc n'avaient pas le droit de vote. Donc on n'était pas dans une famille où c'était naturel les jours d'élection d'aller voter, etc. Donc la conscience politique, entre guillemets, elle était là sans être là. En 2002, à l'occasion des élections présidentielles, on a assisté à ce que vous savez, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on attendait, c'est pas la gauche et la droite qui se retrouvent au second tour de l'élection présidentielle, mais c'est la droite et le Front National. Et là, il y a eu une espèce de sentiment de culpabilité chez moi qui m'a fait prendre conscience que, en fait, j'avais pas le droit de regarder comme spectatrice ce qui était en train de se défaire dans notre pays et que j'avais quand même à la fois suffisamment de goût pour la chose publique, développé à la fois intimement par mon parcours personnel et par mes études et notamment à Sciences Po, et suffisamment aussi de connaissance du paysage politique pour avoir été notamment assistante parlementaire pour me contenter de m'en laver les mains et de regarder les choses se faire. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut que tu t'engages. En réalité, les dorures, on va les appeler comme ça, les avantages, c'est-à-dire avoir un chauffeur, un garde du corps et travailler dans des beaux bureaux, ce qui est vrai, et être souvent invité dans des cocktails. Les dorures, c'est ce qu'il y a de moins intéressant, ça n'a absolument aucun intérêt pour être franche. Les avantages d'être ministre, c'est d'abord ce sentiment d'être au cœur du réacteur. Enfin, c'est extraordinaire de contribuer d'une certaine façon à écrire l'histoire et pas simplement à la regarder se faire ou se défaire. Aujourd'hui, un ministre, c'est pas seulement cette personne, comme je vous le disais tout à l'heure, qui dirige une administration, qui conduit des réformes, qui essaye d'entraîner la conviction du plus grand nombre, etc. Ça, qui devrait être le centre de son travail, en fait, il a quasi plus le temps de le faire, tellement il est happé par d'autres enjeux qui l'occupent énormément. Et les autres enjeux, souvent, sont des enjeux assez vains, donc c'est vraiment du gaspillage de temps. C'est les polémiques, la nécessité d'alimenter, que ce soit les chaînes d'info continue ou les réseaux sociaux, voilà, toutes ces choses-là qui font que, en fait, une grosse partie de votre énergie est occupée à ça et pas à faire des choses constructives. Donc c'est ça l'inconvénient d'être ministre. En fait, c'est très difficile de vous résumer une journée. Il y a une part de travail sur le fond, parce qu'il faut bien s'isoler à un moment donné dans son bureau pour réfléchir à la façon dont on conduit telle ou telle réforme, et puis aussi pour recevoir les interlocuteurs. On a énormément d'échanges avec les syndicats, par exemple. Mais il y a aussi une part de représentation.
Donc voilà, faire des discours qui n'est pas un exercice inutile, hein, parce que vous êtes aussi attendu pour porter un message, pour qu'on sache mieux dans quel sens va le ministère, etc. Donc ça, c'est énormément. Les discours, je pense que j'en avais en moyenne 3 par jour, donc rien que ça, déjà, c'est quand même du temps. Et puis, qu'y a-t-il d'autre? Il y a évidemment la partie médiatique, faire des médias, puis il y a la partie de travail avec ses propres équipes en interne, des réunions de cabinet, des choses comme ça. Je me souviens qu'une fois, donc c'était au tout début de mon mandat de ministre des droits des femmes, donc on est dans les premiers jours du printemps 2012, et une journaliste vient à moi pour m'interviewer dans mon bureau sur, en gros, quels sont les grands axes de mon programme sur les droits des femmes. Je suis ravie, cette interview a lieu, je développe plusieurs points, lutter contre les violences faites aux femmes, travailler sur l'égalité professionnelle en entreprise, etc. Et puis, il se trouve que, au détour d'une question sur les violences faites aux femmes, cette journaliste me pose une question sur mon point de vue sur la prostitution. Ce à quoi je réponds, parce que c'était ma conviction, que la prostitution est une violence faite aux femmes et que bien sûr je ferai partie de ceux qui lutteront contre la prostitution, et notamment que je suis assez sensible à ce qui a été testé dans des pays du nord de l'Europe, qui est la pénalisation du client de la prostitution. Donc plutôt que de criminaliser les prostituées elles-mêmes, s'en prendre à la demande d'une certaine façon pour réduire cette demande progressivement. Mais bon, c'était pas l'essentiel de notre échange, c'était une demi-phrase au cours de l'entretien. Et l'interview sort le dimanche qui suit, et elle sort, alors il y avait 2 choses qui étaient extrêmement gênantes. La première chose, c'est qu'elle met en avant, comme si on n'avait parlé que du sujet prostitution, pendant toute la séquence, qui avait été assez longue, donc elle met en avant un titre en plus, un peu caricatural sur le mode « je veux que la prostitution disparaisse », comme si ça pouvait disparaître du jour au lendemain, vous voyez, donc déjà un petit peu réducteur sur le fond de la pensée. Mais surtout, ce que je n'avais pas noté pendant l'entretien, c'est qu'elle avait amené avec elle un collègue photographe qui prenait des photos. Et moi, j'étais tellement concentrée sur notre conversation, comme je le suis maintenant, que je ne m'étais pas rendu compte que le collègue en question, en fait, pour prendre des photos, se mettait par exemple accroupi au sol et prenait les photos d'en bas vers le haut. Et ce jour-là, je portais une jupe. Et en fait, quand on est assis avec une jupe, évidemment, la jupe remonte et on avait l'impression sur la photo qui a été utilisée pour accompagner cet article que j'avais une micro-jupe. Ce qui, en soi, donnait l'impression que je venais parler de prostitution avec une micro-jupe, qui induisait des choses extrêmement désagréables, vraiment à l'œil nu, comme ça. Et c'était genre en première page du journal en question. Donc, pour une première apparition médiatique, pour tous les gens qui ne me connaissaient pas, qui s'interrogeaient sur moi, qui se demandaient quel était mon fond, etc., c'était horrible. J'en ai vraiment beaucoup souffert. Et donc, ma conclusion, ça m'a suffisamment marqué pour que ce soit l'anecdote que je raconte, mais ma conclusion, c'est que, en fait, en particulier quand on est une femme et une jeune femme, malheureusement, il faut faire extrêmement attention à des détails auxquels on ne devrait même pas avoir à faire attention, honnêtement. Moi, j'ai beaucoup aimé faire du droit parce que je trouve que c'est très structurant. C'est-à-dire, en fait, je trouve que j'ai acquis beaucoup de méthodes de travail. Une façon, d'ailleurs, je suis limite un peu pénible avec ça, mais une façon toujours très méthodique d'agir. J'aime bien l'exhaustivité. Je veux dire, quand j'ai une décision à prendre, je passe en revue absolument toutes les alternatives. Je me contente pas d'écouter juste mon intuition, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, à mon avis, vient beaucoup du droit, ça. Je pense que la seule solution, la seule réponse à apporter à ce type de drame, c'est de se demander dans quelle mesure on aurait pu éviter qu'il en arrive là. Dans quelle mesure on aurait pu fournir de l'accompagnement, notamment psychologique, suffisant, à temps, accessible, pour éviter qu'il en arrive là. Tu sais, quand j'étais ministre de l'Éducation,
c'était pas à l'université, mais c'était dans les établissements scolaires. J'ai créé le corps des psychologues scolaires, en fait, qui était quelque chose qui était débattu depuis des décennies et des décennies, mais c'est moi qui l'ai créé. Et moi, je pense que c'est extrêmement important pour chaque établissement scolaire d'avoir une personne ressource à qui envoyer ce type de cas qui ne peuvent pas être réglés par les autres adultes. C'est une vraie science. Enfin, je veux dire, l'éducation a énormément à voir avec le bien-être. Bien-être personnel, bien-être collectif, quand on évoque la question du harcèlement scolaire par exemple, etc. On a besoin d'avoir une personne dont c'est le métier, dont c'est l'expertise qui soit là pour aider les jeunes à respirer, quoi, à ne pas s'enfermer dans des situations qu'ils croient inextricables alors qu'en fait on peut toujours trouver des solutions. Je suis favorable à ce que les étudiants, les personnels enseignants-chercheurs ou même parfois les parents puissent manifester leur désaccord avec une réforme. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut trouver normal qu'on incendie, qu'on empêche des étudiants qui auraient envie, eux, d'accéder à l'université, d'y accéder, etc. Mais c'est tout ministre de l'enseignement supérieur a toujours cette espèce d'équilibre à trouver entre un droit fondamental de s'opposer et en même temps laisser la possibilité à ceux qui veulent continuer à travailler de le faire dans de bonnes conditions. Et ça, vous y arrivez comment ? En fait, c'est ça que ce gouvernement semble avoir oublié. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'expérience historique de la pratique du pouvoir. Vous y arrivez en négociant. Vous y arrivez en organisant les conditions d'un dialogue avec ceux qui sont en désaccord avec vos réformes. Et c'est comme ça que vous trouvez des points d'équilibre. Bon, ok, d'accord, on fait ça. Ceci vous est complètement insupportable, alors on va en rediscuter, etc. Et c'est comme ça que ces mouvements peuvent être régulés et s'arrêter assez vite. Or, on a le sentiment, que ce soit avec les gilets jaunes ou que ce soit avec les retraites en ce moment, que on est tombé dans une forme d'incapacité de réguler les choses. Donc en fait, tout devient extrêmement violent, très rapidement, durable. Et c'est un problème en effet pour les gens, pour les étudiants qui aimeraient accéder à leur université, pour les gens qui auraient voulu avoir des transports. Enfin, je le comprends. Alors, et ce n'est certainement pas vous, mes chers compatriotes, qui me contredirez si je vous dis que la conjoncture actuelle oblige à la prise en compte encore plus effective d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort que l'effet prioritaire en faveur du statut précaire des exclus doit nous amener au choix réellement impératif d'une valorisation sans concession de nos caractères spécifiques. C'est horrible, quelle horreur. J'espère que j'ai jamais parlé comme ça, mais je pense pas. Ma leçon, mon conseil, ce serait de dire engagez-vous déjà, engagez-vous tel que vous êtes, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre, sortez des cadres. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a trop tendance à avoir des cadres vraiment excluants. On est soit dans un parti politique, soit dans une ONG, soit dans un syndicat. En fait, l'engagement, je pense qu'il doit être fait de tout ça en même temps. Donc, inventez aussi quelque chose de neuf et de frais pour cet engagement.